Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo, stage d'un jour. On est très fiers à Jeunes Explo de vous offrir une opportunité d'exploration à vous les jeunes à la maison pour que vous ayez une meilleure idée de ce que comporte au quotidien certains métiers, certaines professions. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui va faire l'animation de cette entrevue bien spéciale avec vous. Je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques à poser à notre mentor d'aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et tout au long de l'entrevue, nous tenterons d'y répondre. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter notre mentor d'aujourd'hui, deuxième entrevue pour la semaine thématique du génie. Donc, il s'agit de M. Louis-Alexis Allen Demers, qui est ingénieur mécanique et qui travaille en robotique. Donc, bonjour. Bonjour. D'abord, un immense merci d'avoir accepté l'invitation. On est très heureux de vous recevoir parce que le monde de la robotique, ça génère beaucoup de questions. C'est un environnement qu'on connaît peu. Alors, on a très hâte d'en apprendre davantage aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir d'être avec vous et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Justement, pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation et pourquoi est-ce important pour vous de partager votre passion pour votre profession? J'ai été tout de suite vraiment attiré par le mandat de votre groupe, là, de faire connaître les métiers, les professions. Moi, je me revois au secondaire quand je pensais c'est quoi les différents parcours. C'était un peu flou pour moi. Donc, je vais essayer de décrire un peu le plus simplement possible c'est quoi que je fais comme ingénieur, puis c'est quoi que ça implique pour que les étudiants puissent un peu plus avoir un choix éclairé par la suite. Je suis certaine que ça va pouvoir en aider plusieurs aujourd'hui parce qu'effectivement, un choix scolaire et professionnel, c'est pas toujours une question qui est très simple. Donc, avoir les outils que propose Jeunes Explo, c'est toujours facilitant. Alors, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Vous travaillez à titre d'ingénieur en robotique chez Robotique. Qu'est-ce que c'est ça, robotique, comme environnement de travail? Qu'est-ce que vous faites plus précisément? Oui, je travaille dans la compagnie robotique ROBOTIQ pour faire les petites consonances francophones par rapport à quand on est vendu un peu partout dans le monde. Fait que ça fait la petite consonance francophone. Nous, ce qu'on fait, c'est au début, c'était des mains comme ça, des mains robotiques pour mettre sur des robots collaboratifs, un peu comme ce qu'il y a derrière moi, des robots avec lesquels les gens peuvent interagir. Et plus c'est allé, j'ai joint la compagnie en 2011. Maintenant, on est vendu partout dans le monde. On fait vraiment des solutions pour aider les compagnies, aider les gens à utiliser des robots dans leurs usines. Fait que c'est pas pour les maisons, c'est vraiment pour les usines, les environnements plus industriels. Merci pour ces précisions. Et puis, pouvez-vous nous dire maintenant un peu plus concrètement à quoi ça ressemble une journée type dans vos fonctions chez Robotique avec un Q? Oui. À vrai dire, depuis le début que j'ai joint, mes journées ils ont vraiment beaucoup changé depuis la fin de mes études parce que maintenant, j'ai fait un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat en robotique et j'ai joint en 2011. Fait que depuis 2011, ça fait presque 10 ans maintenant que j'ai joint. Fait qu'au début, comme ingénieur, je travaillais vraiment avec les gens en conception et maintenant, je suis rendu un peu chef d'équipe et directeur, mais le rôle d'un ingénieur, ça n'a jamais changé. Je fais beaucoup de rencontres, beaucoup de travail d'équipe. Un ingénieur, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail très, très complexe, donc ça nécessite des spécialistes de tous les domaines. Nous, en robotique, il y a des gens en mécanique, en électronique, en logiciel. Tous ces gens-là doivent tout le temps travailler ensemble, se coordonner, se parler ensuite avec les gens des lignes de production, comment ça va être assemblé, parler avec les ventes. Est-ce que nos clients aimeraient vraiment ça qu'on fasse telle chose versus telle autre? Fait que, au contraire que moi, quand j'avais pensé à qu'est-ce qu'était un ingénieur, je pensais que c'est un travail très solitaire, mais au contraire, c'est vraiment un travail d'équipe. On est appelé toute la journée à faire des réunions, des rencontres. Et l'autre partie de la journée, c'est du travail plus un peu manuel, faire des prototypes, faire des assemblages, faire des tests. Un peu une méthode scientifique comme on apprend à l'école. On met des hypothèses, on regarde quel test je pourrais faire pour voir si ça fonctionne. On le met en pratique, puis ensuite on regarde les résultats, puis on en discute avec les autres.
Donc, il y a quand même un volet très, très concret où est-ce qu'on fait de la manipulation, où est-ce qu'on travaille là, pour tester les appareils, les technologies. Il y a aussi un volet où est-ce que ça prend l'usage de l'ordinateur, donc travail un peu plus de bureau. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une grosse part de votre travail qui est le travail d'équipe. Finalement, donc c'est pas un travail individuel comme on pourrait penser au départ, c'est vraiment la collaboration entre les différents entre les différents corps de métier, puis aussi les expertises de tous et chacun là, qui sont très importants. Excellent. Oui. Si on parle maintenant de votre environnement de travail, là, je vois derrière, là, il y a des lumières qui clignotent, il y a des mains robotiques. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que c'est, puis peut-être aussi nous montrer là, certains prototypes sur lesquels vous allez travailler? Oui, oui. Derrière ça, c'est notre dernière solution. On fait maintenant une cellule de palettisation. Fait qu'on voit qu'on a installé un robot avec ici un axe qui va le monter, avec au bout du robot une genre de grosse succion pour aller prendre les boîtes. Fait que tout ça, c'est tout le temps dans le but de aider les gens dans les entreprises. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient utilisés à la bonne place. Fait qu'au lieu de prendre quelqu'un qui toute sa journée va avoir mal au dos en prenant une boîte en la mettant sur une palette, cette personne-là va pouvoir superviser une cellule avec un robot, changer le programme, puis va être vraiment utilisé à son plein potentiel. Fait que nous, chez Robotique, notre environnement, c'est vraiment ça. Des cellules de robots avec des cellules, des bancs de test, avec des prototypes. Par exemple, ici, j'ai des pièces qui sont faites avec un ingénieur mécanique. Lui, ce qu'il va faire, c'est plus le design des pièces. Ici, c'est une pièce en aluminium. Fait qu'avant de la faire fabriquer, il va se dire, il la conçoit dans son logiciel, il la voit en 3 dimensions. Maintenant, les logiciels sont vraiment puissants. Fait qu'on peut voir tout ce que vous avez chez vous a déjà été conçu par quelqu'un dans son ordinateur. Il l'a vu en 3 dimensions, il a appliqué des forces, il a vu tout comment ça allait se déformer quand ça allait être mis sous contrainte. Par la suite, on va l'imprimer en 3 dimensions. On a des imprimantes 3D chez nous. Fait qu'on va vraiment prendre le modèle qu'on a dans l'ordinateur, on va le faire imprimer, on a une pièce en 3 dimensions, on va pouvoir la tester avec les autres. Puis, les ingénieurs en électronique vont faire la même chose pour les PCB, ce qui est les cartes électroniques. Et ils vont faire des petits prototypes avec des fils, ils vont faire des branchements. On met tout ça ensemble, on regarde si ça fonctionne bien. Ensuite, on fait des prototypes. Et on a la chance, en robotique, les ingénieurs mécaniques, ils ont souvent cette chance-là par rapport à d'autres corps de métier, c'est que c'est tout le temps des prototypes réels. C'est des choses pour de vrai qu'on peut toucher. Et que ça, c'est toujours une composante le fun. Même ceux qui sont en logiciel, ils aiment ça chez Robotique parce qu'au moins, leur logiciel, à la fin, il fait bouger quelque chose. On peut voir si ça fonctionne. Puis il y a cette composante-là qui est le fun. Et à la fin, ben, c'est ça. C'est toute l'équipe qui doit être appelée à partager les informations. Ceux des ventes vont donner leur avis sur la cellule. Les autres, on va les tester, voir que dans certaines applications, ça n'avait pas été imaginé comme ça, puis que les gens ils se disent « Ah, ben, je voudrais la déplacer. OK, bon, on va peut-être changer un peu. » Il y a tout le temps cette itération-là à faire. Moi, je me questionne au niveau de l'analyse de besoins. La personne qui vous mandate sur un projet, justement, pour éviter que les employés se penchent et se blessent au dos, là, comme vous disiez tout à l'heure, elle vient d'où cette analyse de besoins-là? Est-ce que c'est vous, comme ingénieur, qui allez comme inspecter les lieux de travail puis vous dénotez certaines choses, ou c'est l'organisation qui vous mandate parce qu'eux-mêmes ont fait l'observation? C'est une très bonne question parce que justement, les deux existent comme dans le marché. Il y a le génie conseil qui, eux, les ingénieurs vont être appelés à faire une solution pour un certain client. Donc, dans ce temps-là, l'ingénieur, avec son équipe, ils vont faire toute l'analyse des besoins, faire les requis techniques et ils vont s'entendre avec le client. C'est ça qu'on va concevoir pour toi. Voici les besoins qu'on a évalués. Est-ce que ça te convient? L'autre pan de marché, c'est faire des produits. Donc, dans ce temps-là, l'ingénieur travaille pour une compagnie et c'est la compagnie qui va concevoir des produits et va les vendre. Dans ce cas-là, les besoins sont plus difficiles à cerner parce que on va essayer de dire ben, telle personne avait plus tel besoin, mais telle autre compagnie, c'est un peu différent. Donc, on va essayer de développer quelque chose qui est plus général, qui va pouvoir un peu s'adapter selon chacune des compagnies, mais là, c'est un peu plus flou. Puis nous, ce qu'on utilise, c'est une méthodologie agile, un peu comme dans le logiciel. Fait qu'on va vraiment itérer, puis on va aller avec les gens des ventes,
leur présenter, puis eux vont pouvoir nous ramener un peu le feedback. Fait que, Vous avez j'espère que ça répond à ta question. Ben oui, totalement. Merci pour les précisions. Vous avez mentionné au début de l'entrevue que chez Robotique, vous vendez vos procédés, vos technologies partout dans le monde. Il y a souvent une question qui revient de la part des jeunes, à savoir, est-ce que c'est possible de voyager quand on est ingénieur? Est-ce que c'est une grande part du travail? Est-ce que c'est plutôt des chanceux, quelques-uns qui voyagent? Comment ça se passe? Ah, c'est une bonne question. Pour les voyages, ça va dépendre de la compagnie que vous choisissez, c'est où ses clients, puis aussi c'est quoi vraiment. L'ingénieur, lui, il peut avoir différents titres dans la compagnie. Par exemple, dans les ventes, il y a certains ingénieurs qui sont là. Il y a chez nous, il y a des chefs de produits qui eux aussi sont ingénieurs, puis eux, les chefs de produits voyagent souvent pour avoir les besoins. Nous, dans notre équipe de conception, c'est plus à l'interne que ça se passe. Par contre, on va aller faire des voyages pour, aller voir nos fournisseurs. Fait que j'ai déjà été auditer des fournisseurs en Chine, au Japon, aller aux États-Unis. Et il y a l'autre composant d'aller dans des conférences. C'est plus, comment expliquer ça? C'est un peu comme les gros salons industriels, mettons les salons de l'auto, mais là, c'est pas des autos qu'on monte, c'est des solutions, par exemple, des solutions robotiques ou autres. Fait que je peux aller à Munich ou encore, la dernière fois, c'est à Chicago. On va dans ces salons-là, puis on regarde les autres solutions qui existent, puis on peut comprendre un peu le marché où il s'en va. Donc, dépendamment là, du secteur d'activité dans lequel on exerce comme ingénieur, il y a quand même des possibilités là, pour voyager, que ce soit pour des conférences ou pour aller rencontrer des futurs clients. Exactement. Sinon, si on parle plus précisément de la formation associée à votre profession, qu'est-ce que ça prend comme bagage de formation? Ça reste une formation technique. Donc, pour devenir ingénieur, il faut absolument faire un bac en ingénierie. Fait que pour moi, en génie mécanique, il faut absolument faire un bac en génie mécanique. Ou il y a certains autres baccalauréats maintenant qui peuvent avoir un autre nom, mais qui donnent aussi accès à ça. Fait que bac en robotique ou génie, dépendant des universités. Au Québec, les universités sont assez similaires une à l'autre, mais pour y aller, là, il faut faire une technique en génie mécanique ou encore les sciences de la nature. Fait que tu peux faire sciences nature avec baccalauréat en génie mécanique ou faire une technique et un bac en génie mécanique. Ça va être le même nombre d'années au final, un 2 ans et un 4 ans à l'université ou un 3 ans, 3 ans. Et pour les jeunes qui sont encore au secondaire, est-ce que c'est obligatoire de faire chimie, physique, les maths? Est-ce que ces matières-là sont super importantes là, dans le domaine de l'ingénierie mécanique? C'est sûr qu'un ingénieur, par rapport à un technicien qui va arrêter à la technique, l'ingénieur va quand même devoir savoir un peu les autres spécialités, qu'est-ce que ça nécessite. Fait que, par exemple, quand on fait le choix, je vais prendre un exemple ici d'une main. Cette main-là ici, elle semble très similaire la nodisation noire d'un à l'autre, mais celle-là ici, il y a des pièces qui glissent. Donc, la nodisation, elle doit être très spéciale. Fait qu'il faut avoir compris la chimie de la nodisation pour comprendre c'est quoi les besoins. Fait que là, on voit déjà l'implication des choses. C'est sûr que quand vous suivez cette formation-là, les cours très théoriques peuvent sembler des fois un peu difficiles, mais sachez qu'ils sont très importants, ça devient un acquis. Fait que oui, en effet, il faut avoir suivi ces mathématiques, chimie et physique. Dépendant des programmes, là, je vous conseille de regarder un cégep ou un autre si vous voulez faire le passage technique et baccalauréat. Peut-être que les techniques d'un à l'autre sont différents, les besoins, mais je suis sûr que c'est tout le temps les maths fortes qui sont nécessaires. Ces matières-là, vraiment, ils vont servir plus tard. Donc, les jeunes, allez-y, puis ça va être payant là, pour votre future Exactement. carrière de faire les efforts. Ce qui est particulier aussi avec un bac en génie, c'est que c'est d'une durée de 4 ans plutôt que 3. Et par la suite, une fois que vous avez terminé votre bac, ben là, vous avez les attestations nécessaires pour faire partie de l'ordre professionnel des ingénieurs. Autrement, si on parle toujours de la formation, donc dans votre cas, vous avez fait un bac en génie mécanique et par la suite, vous vous êtes spécialisé en robotique. Pouvez-vous nous partager un peu votre expérience par rapport à ça? Oui, j'ai fait une maîtrise et un doctorat. C'était pas nécessaire pour être un concepteur en robotique. Il faut bien clarifier que au Québec, la maîtrise et le doctorat ne vont pas donner une spécialisation en ingénierie.
par rapport à la médecine qui, eux, vont avoir un titre avec une spécialité. Fait que les ingénieurs sont reconnus par l'ordre comme dès que tu as fini ton baccalauréat, tu vas pouvoir être ingénieur. Puis selon ce que tu as fait comme baccalauréat, c'est sûr que quelqu'un qui a fait génie mécanique ne pourrait pas devenir ingénieur en électronique, par exemple. Moi, ma maîtrise et mon doctorat m'ont permis d'aller chercher un peu plus de connaissances dans ce milieu-là et donc d'aller peut-être tirer plus facilement mon épingle du jeu. Certaines grosses compagnies peuvent demander certains doctorats pour des analyses plus poussées dans les fluides. Par exemple, on peut penser à Bombardier Aéronautique pour aller chercher ça. Mais en général, avec un baccalauréat à la fin, les étudiants sortent et vont sur le milieu industriel. Non, c'est quand même important de le préciser. Je pense que le parallèle avec la médecine est très bien fait, là. Donc, une fois qu'on termine son 4 ans d'université en génie, on fait partie de l'ordre et il n'y a pas nécessairement là, de spécialisation à faire là, à la maîtrise ou au doctorat. C'est vraiment, c'est pas obligatoire là, finalement. C'est ça. À vrai dire, même ce qu'on a la chance, c'est qu'il maintenant, il y a le candidat pour devenir ingénieur, candidat à la profession d'ingénieur. Vous commencez déjà à travailler et là, vous faites vos 2 à 3 ans de candidat à la profession d'ingénieur avant de devenir ingénieur, mais au moins, vous êtes déjà sur le marché du travail et déjà employé. Donc, on a parlé plus de l'aspect robotique. Si on revient à l'ingénierie mécanique, quels sont les secteurs d'activité possibles une fois qu'on détient son bac en génie mécanique? Pour la plupart des gens, c'est moins connu, mais le génie mécanique, c'est vraiment le génie le plus polyvalent. Il y a, dernièrement, j'avais vu les chiffres, je pense que c'est 28% des ingénieurs québécois qui sont en génie mécanique. Ça veut dire 15 000 ingénieurs mécaniques au Québec. 15 000. On s'y attend pas, mais ça touche vraiment à tout. Si vous rentrez en génie mécanique, là, c'est sûr que vous allez avoir un emploi. Il reste à voir pendant votre parcours, c'est vers quoi vous allez être le plus intéressé. Il y a des ingénieurs mécaniques qui font la ventilation des bâtiments. Il y en a qui font les barrages, tout ce qui est force ou choses qui bougent avec de l'énergie, ça va nécessiter un ingénieur mécanique. Il y en a qui travaillent sur des ailes d'avion, d'autres sur une chaîne de production et d'autres comme ici qui travaillent sur des produits robotiques. Fait que, dans une usine, ça peut être à tous les niveaux. Comme je vous ai dit, il y en a aux ventes, il y en a sur la production, supervision, conception, test. Souvent, il y en a en charge de projet parce que vu qu'un ingénieur mécanique est assez polyvalent, c'est pas rare qu'on en retrouve en charge de projet qui deviennent directeurs. Les ingénieurs mécaniques, il y en a autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Fait qu'encore là, selon avec les stages que vous allez faire durant votre baccalauréat puis vos années au cours de votre développement professionnel, vous verrez vers quoi c'est quoi qui vous intéresse le plus, puis vous allez pouvoir progresser. Donc, il y a quand même une exploration qui est possible là, à même la formation parce que les possibilités d'emploi et les secteurs d'activité sont assez diversifiés, merci, en génie mécanique. Exact. Sinon, si on y va vers une question un peu plus personnelle, si on reparle à vous, à un jeune âge, au secondaire, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes dirigé vers ce secteur professionnel-là? Elle vient d'où cette étincelle là, pour l'ingénierie mécanique et la robotique, plus précisément? Oui, moi, j'ai toujours été très intéressé par la conception, l'innovation, inventer. Et au début, je m'attendais je voulais aller plus vers l'aéronautique, les avions. Et finalement, en cours justement, comme je disais, lorsqu'on se met à étudier là-dedans, on voit des choses. Fait que durant mon parcours, je me suis rendu compte que vers l'aéronautique, ça nécessitait une encore plus grosse équipe, donc à travailler sur des plus petits composants, alors qu'en robotique, on pouvait travailler sur un peu plus le produit en entier. Fait que là, c'est vers là que je me suis plus intéressé, vu que j'ai toujours aimé innover puis concevoir. Puis, lorsque j'ai commencé, c'est ça, j'ai pu travailler directement sur les produits, inventer et maintenant, finalement, au début, je ne m'attendais pas à devenir un chargé de projet. Je m'intéressais vraiment plus à la technique et moins un peu aux relations interpersonnelles puis aux équipes. Mais finalement, avec le temps, c'est ça que je me suis rendu compte que j'ai développé cette fibre-là. Fait qu'on voit, on commence, c'est un bon, on commence un voyage, mais on ne sait pas
où on s'en va, mais les opportunités sont toujours là. C'est très enrichissant. Et ça aussi, je pense que c'est un plus là, pour votre domaine professionnel. C'est qu'il y a quand même plusieurs possibilités de carrières différentes. Donc, c'est pas toujours là, du pareil au même pendant toute sa carrière. C'est possible de progresser, changer de branche, changer d'expertise à la limite. Là. Donc, il y a quand même une certaine diversité. Oui. Si on parle maintenant des qualités requises selon vous, on parle aux jeunes là, qui auraient un intérêt vers l'ingénierie mécanique. Qu'est-ce que, selon vous, ça prend là, en termes de qualité et de compétences pour exercer dans ce domaine-là? C'est pour les compétences et les qualités. Moi, je pense qu'il faut être curieux. Il faut aimer vouloir comprendre comment fonctionnent les choses. Parce que quand on commence à regarder comment ça fonctionne, on se rend vite compte qu'il y a des parallèles à faire entre une chose et une autre. Par exemple, entre un flux d'électrons qui va faire un champ électrique, puis un flux de molécules d'eau qui va faire finalement de la tuyauterie. Puis là, tu te rends compte finalement que les parallèles que de l'électricité puis des fluides, c'est la même chose. Fait que plus ça va, plus tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends les choses. Mais ça, c'est vraiment durant tout ton parcours que tu vas commencer. Mais ce que ça prend donc comme compétence initiale, c'est d'être curieux, de vouloir apprendre puis de poser des questions. L'autre chose que ça prend, c'est, comme je disais, il faut aimer travailler en équipe. On ne travaille pas tout le temps, comme j'ai dit, des fois, on fait des tests puis on fait des choses par nous-mêmes, donc être curieux, apprendre par nous-mêmes, mais aussi aimer être challenger les autres ou des fois participer. Donc, il y a un côté travail d'équipe. Et pour l'ingénieur que je suis, c'est sûr qu'il faut être prêt à lire un peu et c'est durant votre parcours, vous allez voir, il y a des cours très théoriques, des fois un peu ardus. Fait qu'arrêtez-vous pas là, c'est pas à ce niveau-là qu'on est en génie, mais c'est sûr qu'on continue de devoir lire, apprendre par nous-mêmes des fois, aller sur Internet, googler des questions qu'on a. Fait que c'est sûr que faut être capable faut vouloir apprendre par nous-mêmes aussi. Mm-hmm. Donc, la curiosité, là, c'est vraiment une qualité qui est au centre là, de la profession. Puis, je me permets peut-être aussi une hypothèse pour une autre qualité. Il y aurait peut-être la résilience parce que des fois, quand on travaille sur un projet, une technologie, ça marche pas toujours du premier coup, j'imagine. Donc, il faut quand même se montrer persévérant puis continuer là, malgré certains défis, certains échecs des fois. Oui, tu as un très bon point. C'est comme ça vient par défaut. Mais oui, en effet, il faut aimer travailler des fois dans dans le flou, dans le sens que comme ingénieur, ce qu'on apprend à l'école, c'est comment poser des hypothèses. Puis on va en poser tout le temps des hypothèses. C'est pas évident. On fait pas tout le temps ben ça c'est évident, voici la réponse. C'est tout le temps entre les 2 ou 3 solutions que j'ai, je vais prendre la moins pire ou je vais aller chercher un peu. Fait qu'on est un peu dans le flou, on pose des hypothèses. Alors, oui, comme tu dis, être résilient puis être prêt à vivre avec un peu d'incertitude. Et puis, on parle souvent du travail d'équipe, puis l'esprit de collaboration là, entre l'équipe, entre les collègues. J'imagine aussi qu'être un bon communicateur, un bon vulgarisateur, ça doit être extrêmement important aussi parce qu'il faut quand même transmettre l'information à l'équipe et potentiellement aussi au client qui va acheter la technologie. Il faut que ça soit clair sur quoi on travaille. Oui, j'en ai différents dans l'équipe. Fait que c'est sûr que il y a différentes forces des gens. Fait que ceux qui sont plus bons communicateurs, ça en prend plusieurs. Fait que eux vont être plus justement dans les rôles de parler avec les autres équipes, puis parler avec expliquer les choix qu'on a fait en conception, puis pourquoi on a tel avantage et inconvénient, parce qu'il y a tout le temps les deux côtés de la médaille qui doivent être balancés. Et ceux qui sont un peu plus le profil un peu plus travaille dans les choses avec un peu plus, pas, j'allais dire, introverti. Ça aussi, on en a. Puis c'est aussi que c'est correct. On apprend à jouer avec les différentes personnalités dans l'équipe. Fait que
c'est sûr que on va développer peu à peu les profils pour que les gens puissent collaborer plus efficacement ensemble. Oui. Donc, ça peut venir aussi avec l'expérience. C'est pas parce qu'on n'a pas là d'emblée l'envie puis mettons la personnalité plus extrovertie qu'il faut pas aller dans le domaine, pas du tout. C'est quelque chose qui peut se développer là, en bout de ligne là, à force de travailler justement en équipe. Oui. En terminant l'entrevue, parce que je vois que le temps file, ça passe super vite, quels seraient vos meilleurs conseils pour les jeunes du secondaire actuellement qui se questionnent par rapport à leur avenir puis qui auraient un intérêt vers l'ingénierie mécanique et robotique? Premier conseil, moi, je me rappelle que durant mon secondaire puis le cégep, je me questionnais quelle était la meilleure université, c'est où qu'il faudrait aller. Fait que ça, je vous conseillerais de pas trop vous en faire. Là. Nous, quand on regarde des CV, quelqu'un qui a fait son génie mécanique à McGill, à Polytechnique, à Sherbrooke, à l'Université Laval, ça ne nous dérange pas trop. Par contre, faire un stage dans une compagnie, c'est très important parce que nous, dans un CV, on va le voir. La personne est finissante, mais elle a fait 2 stages déjà dans son parcours. Fait que faire des stages, déjà regarder différents domaines pour voir c'est quoi qui vous intéresse. Et peut-être même, si possible, s'il y a une compagnie que vous avez entendu parler en bien, ben, essayez de faire un stage là, ça vous intéresse déjà. Puis, ayez pas peur de parler à ceux qui sont déjà dans le domaine. Essayez de parler, si vous avez un membre de votre famille qui est déjà ingénieur ou autre, faites-vous des contacts, accroissez votre réseau de contacts. Je pense que c'est pareil pour toi aussi. Dans tous les domaines, les réseaux sont importants. Fait que ça, je vous conseillerais. Moi, c'est ce que j'ai appris un peu plus tard, mais je me suis rendu compte que j'aurais dû le développer plus tôt, là, les réseaux de contacts, parler aux professeurs. Tu connais-tu des compagnies qui pourraient être intéressantes pour moi? Puis sinon, ayez du plaisir, posez-vous des questions durant votre parcours. Allez pas à vos cours juste pour dire parfait, j'ai appris ce qu'il fallait pour l'examen, mais vraiment posez-vous des questions sur qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, à quoi ça sert. Les professeurs sont toujours très intéressés à répondre à des questions plus loin que ce que vous pouvez vous imaginer. Par exemple, à l'université, les professeurs font des recherches en parallèle aux cours qu'ils vous donnent. Vous pouvez leur poser des questions sur leurs recherches. Et participer. Il y a des équipes techniques à l'université. C'est super intéressant. Il y a un milieu très riche. Fait que ayez du plaisir dans votre parcours. Faites-le pas juste pour avoir un petit papier à la fin. C'est ça, parce qu'en bout de ligne, les papiers, c'est pas ça qui va différencier le candidat. Ça va être justement la passion qui est reliée à la formation puis au domaine, puis aussi l'expérience vécue, que ce soit en stage ou par des initiatives plus personnelles. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Oui, tu as très bien résumé. Super bien. Écoutez, un énorme merci pour votre temps aujourd'hui. Vraiment, ça a été une très belle rencontre. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous aider, vous éclairer par rapport au génie mécanique et plus particulièrement au volet robotique. Et je vous remercie au nom de Jeune Explo et au nom des jeunes. Et pour les jeunes, bien, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci.